Je suis entré dans le palais de justice avec mon fils de moins d'un mois endormi contre ma poitrine. Mon mari a regardé le bébé, puis m'a regardé, et a eu un sourire en coin. Tu penses que le fait d'amener cet enfant bâtard ici va m'obliger à faire quoi que ce soit. Puis il a passé son bras autour de sa maîtresse enceinte et a ri. J'ai serré mon fils un peu plus fort. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai posé une chemise cartonnée rouge sur la table. Je ne suis pas ici pour une pension alimentaire aujourd'hui. Le sang a déserté son visage au moment où il a vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Pour la première fois depuis des mois, il avait l'air effrayé. La première chose que j'avais remarquée ce matin-là, c'était la froideur du palais de justice. Pas un froid physique. Le bâtiment était chauffé et, à l'extérieur, le soleil du début du printemps réchauffait les trottoirs de Lyon. C'était ce genre de froid qui naît de l'épuisement nerveux et du sentiment que votre vie a été en quelque sorte réduite à de la paperasse reposant dans un dossier. Mon fils dormait paisiblement contre ma poitrine dans un porte-bébé. Il avait 26 jours. 26 jours. La plupart des mères passent ces premières semaines à apprendre les horaires des biberons, à survivre aux nuits blanches et à prendre des photos de petits doigts et de sourires endormis. J'avais passé les miennes à préparer un procès. Alors que je me tenais près du contrôle de sécurité, j'ai baissé les yeux vers lui. Sa petite main reposait contre mon pull, recroquevillée en un poing lâche. Il avait l'air en sécurité, il avait l'air innocent. Il méritait mieux que ce qui était en train de se passer. J'ai embrassé le sommet de son crâne et j'ai murmuré « Nous avons presque terminé, mon chéri ». Je n'étais pas sûr de savoir si je le rassurais lui ou moi-même. Le tribunal judiciaire de Lyon n'avait rien de glamour. Les sols étaient usés, les murs avaient besoin d'un coup de peinture, et la salle d'attente était bondée de personnes portant le poids de divorces, de conflits de garde et de promesses brisées. J'ai trouvé une chaise vide et je m'y suis assise avec précaution. Mon dos me faisait encore souffrir à cause de l'accouchement. Mon corps m'était encore étranger. Chaque mouvement me rappelait qu'il y a moins d'un mois, j'étais dans un lit d'hôpital pour mettre une nouvelle vie au monde. De l'autre côté de la pièce, une porte s'est ouverte. Et il était là, mon mari, mon futur ex-mari, Jocelyn. Il est entré en portant un costume bleu marine que je l'avais aidé à choisir près de 2 ans plus tôt. Je me souvenais de m'être tenu à côté de lui dans un grand magasin pendant qu'il essayait des vestes devant un miroir. À l'époque, nous avions ri de la réussite qui serait la nôtre un jour. Maintenant, je le regardais entrer dans le palais de justice avec une autre femme accrochée à son bras, une femme visiblement enceinte, Mélusine, sa maîtresse, la femme qui avait contribué à détruire notre mariage. La chose étrange, c'était que de la voir ne me faisait plus autant de mal. 3 mois plus tôt, je me serais effondré. 3 mois plus tôt, j'aurais pleuré. Maintenant, je me sentais surtout fatigué. Jocelyn m'a repéré immédiatement. Ses yeux se sont posés sur le porte-bébé. Sa mâchoire s'est contractée. Puis, ce rictus est apparu. Je détestais ce sourire en coin. C'était la même expression qu'il arborait quand il se croyait plus intelligent que tout le monde. La même expression qu'il avait lors des réunions d'affaires quand il négociait des contrats. La même expression qu'il portait le jour où il m'avait annoncé qu'il voulait divorcer. Jocelyn et Mélusine ont marché vers moi. Je suis resté assise. Mélusine m'a dévisagé de la tête aux pieds. Il y avait une satisfaction suffisante dans ses yeux, comme si elle avait gagné quelque chose, comme si un homme marié était un trophée. Jocelyn s'est arrêté à quelques mètres. « Tu l'as vraiment amené ?» J'ai levé les yeux. Bien sûr que oui. Son sourire s'est élargi. « Tu essaies d'attirer la pitié. » Je n'ai rien dit. Mélusine a ri doucement. Jocelyn s'est penché vers moi. « Tu penses que le fait d'amener cet enfant bâtard ici va m'obliger à faire quoi que ce soit ?» Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Pas parce qu'il me surprenait, parce qu'il ne me surprenait pas. Depuis des semaines, il répétait la même accusation. Le bébé n'était pas de lui. Le calendrier ne correspondait pas. Il n'était pas sûr. Peut être que je l'avais trompé. Peut être que l'enfant appartenait à quelqu'un d'autre. C'était un mensonge ridicule. Et il le savait. Mais les mensonges deviennent utiles quand quelqu'un a besoin d'une excuse. Et Jocelyn en avait désespérément besoin. Il avait besoin d'une excuse pour partir, d'une excuse pour fuir ses responsabilités, d'une excuse pour protéger son argent. Par-dessus tout, il avait besoin d'une excuse pour pouvoir vivre avec lui-même. Mélusine a glissé sa main dans la sienne. Jocelyn a passé son bras autour de sa taille. Une petite représentation parfaite. J'ai baissé les yeux sur mon fils endormi, puis j'ai regardé Jocelyn. « Tu as fini ?» Son sourire a légèrement vacillé. « Quoi ? Tu as fini de te ridiculiser ?»
Pendant une seconde, j'ai vu de l'irritation traverser son visage. Pas de la colère, pas encore, juste de l'agacement. Il s'attendait à des larmes, il s'attendait à des supplications, il s'attendait au désespoir. Au lieu de cela, je me suis levé lentement, prudemment, protégeant mon corps en pleine guérison, protégeant mon fils et protégeant le secret que je portais depuis des semaines. Le greffier a ouvert la porte de la salle d'audience. Les gens ont commencé à entrer. Jocelyn m'a adressé un dernier sourire arrogant avant de suivre Mélusine vers la salle. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Mélusine non plus. Leur avocat non plus. En entrant dans la salle d'audience, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du calme, pas de la confiance, ni de la joie. Du calme. Parce que pour la première fois depuis que ma vie avait explosé, je n'étais plus dans la réaction. J'étais préparé. L'audience a commencé. La juge aux affaires familiales a examiné les questions préliminaires. Les avocats ont pris la parole. Des documents ont été échangés. Tout semblait routinier, ordinaire. Puis l'avocat de Jocelyn a commencé à parler de pension alimentaire, de paternité contestée, de préoccupations financières, les arguments habituels. J'ai écouté en silence. Mon fils a dormi pendant presque toute cette partie. La juge a fini par se tourner vers moi. « Madame, avez-vous quelque chose à ajouter ?» J'ai hoché la tête. Puis j'ai plongé la main dans mon sac. Le silence s'est fait dans la salle. J'en ai sorti une chemise cartonnée rouge. Jocelyn l'a vue immédiatement. Au début, il a eu l'air confus, puis inquiet, puis autre chose. Il a reconnu le dossier. J'ai posé la chemise sur la table. Ses yeux se sont verrouillés dessus. Soudain, il ne souriait plus du tout. La juge a ajusté ses lunettes. « Qu'est-ce que c'est, madame ?»« Mon avocat va vous l'expliquer, madame le juge. » Jocelyn a bougé sur sa chaise. Pour la première fois de la matinée, il avait l'air mal à l'aise. Mon avocat a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des mois d'archives, des relevés bancaires, des rapports de virement, des documents d'entreprise, des bilans financiers, des preuves. Pas des preuves de son infidélité. Je me fichais de prouver qu'il m'avait trompé. Plus maintenant, des preuves de quelque chose de bien pire. Mon avocat a tendu le premier document à la juge. Le visage de Jocelyn est devenu livide. La juge a commencé à lire. Quelques secondes ont passé, puis plusieurs autres. La salle d'audience semblait étrangement silencieuse. Finalement, Jocelyn a pris la parole. « Madame le juge, je crois qu'il doit y avoir un malentendu. » La juge a levé la main. « Monsieur, vous aurez l'occasion de vous exprimer. » Sa voix est morte instantanément. Je l'ai regardé fixer le dossier rouge, et à cet instant, j'ai su exactement ce qu'il pensait. Il ne s'inquiétait plus pour la pension alimentaire, il ne s'inquiétait plus pour le divorce, car il venait de réaliser que je savais ce qu'il cachait. Les virements secrets, l'argent disparu, les manipulations financières qu'il avait si durement travaillé à dissimuler, la machination qu'il pensait que personne ne découvrirait jamais. Pendant des mois, il avait cru que j'étais distraite. Une épouse enceinte, puis une jeune mère, trop émotive, trop épuisée, trop dépassée pour remarquer quoi que ce soit. Il avait tort, et maintenant, il le savait. J'ai regardé mon fils endormi, puis l'homme qu'il avait publiquement traité de bâtard. Pour la première fois depuis le début du cauchemar, Jocelyn avait l'air sincèrement terrifié, et l'audience ne faisait que commencer. La peur prend des formes différentes selon les gens. Certains pleurent, d'autres se mettent en colère, certains fuient. Jocelyn devenait toujours plus silencieux. C'était une chose que j'avais apprise au cours des 7 années passées ensemble. Chaque fois qu'une situation échappait à son contrôle, il arrêtait de parler et commençait à calculer. Assise dans cette salle d'audience, regardant les couleurs quitter son visage, je me suis souvenu de l'homme que j'avais épousé, et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander où exactement cet homme avait disparu. Ou peu, être n'avait-il jamais existé du tout. Peu, être étais-je simplement tombée amoureuse de la version de lui qu'il voulait bien me montrer. La juge a reporté toute discussion ultérieure sur les documents financiers jusqu'à ce que des pièces supplémentaires puissent être examinées. L'audience s'est terminée plus tôt que prévu, et alors que les gens commençaient à sortir de la salle, Jocelyn a évité mon regard. Cela en soi semblait étrange. Pendant des mois, il m'avait regardé comme si j'étais un désagrément. Un problème? Un obstacle se dressant entre lui et la vie qu'il voulait. Maintenant, il ressemblait à un homme essayant d'évaluer l'ampleur des ennuis dans lesquels il se trouvait. J'aurais dû me sentir satisfaite. Au lieu de cela, je me sentais fatiguée. Ce genre de fatigue qui s'installe dans vos os, ce genre qui vient du fait d'avoir porté la déception pendant trop longtemps. En attachant mon fils dans son siège auto plus tard dans l'après-midi, mon esprit a dérivé vers le commencement.
Avant que tout ne s'effondre, à l'époque où Jocelyn et moi n'étions que deux personnes ordinaires essayant de construire une vie. Nous nous étions rencontrés lors d'une soirée de la fête de la musique organisée par un ami commun. J'avais 28 ans. Il en avait 30. Aucun de nous n'était particulièrement impressionnant à l'époque. Je travaillais comme coordinatrice des opérations pour une entreprise régionale de logistique. Jocelyn travaillait dans la vente pour le même secteur. Nous avions passé la majeure partie de cette soirée à discuter à côté d'une glacière pleine de glace fondante et de canettes de soda. Il était drôle, intelligent, ambitieux, le genre d'homme qui vous donnait l'impression que l'avenir serait passionnant. 3 mois plus tard, nous sortions ensemble. 2 ans plus tard, nous étions mariés. En y repensant aujourd'hui, il n'y avait eu aucun signe avant-coureur dramatique, pas de petites amies secrètes, pas de dettes cachées, pas de découvertes choquantes. Du moins, aucune dont j'ai eu connaissance. Nous étions simplement deux personnes travaillant dur, économisant de l'argent, faisant des projets, essayant d'avancer. Finalement, nous avons fondé ensemble une petite agence d'affrètement routier. Rien de prestigieux. Nous coordonnions les expéditions de marchandises pour des fabricants et des distributeurs à travers la région Auvergne-Rhône-Alpes et les régions voisines. Jocelyn se concentrait sur les ventes et les relations clients. Je gérais les opérations, la comptabilité, la planification et les paies. Pendant des années, nous avons travaillé côte à côte. Il y a eu des nuits où nous sommes restés au bureau jusqu'à minuit pour résoudre des problèmes. Des week-ends passés à répondre aux appels des clients. Des jours fériés interrompus par des retards de livraison, l'entreprise est devenue notre rêve commun. Et peu à peu, cela a fonctionné. Pas du jour au lendemain, pas de façon spectaculaire, mais régulièrement. Chaque année apportait plus de clients, plus de revenus, plus de stabilité. À l'aube de notre 6e anniversaire de mariage, nous avions acheté une maison confortable dans une banlieue chic et tranquille, à l'ouest de Lyon. Rien d'extravagant, juste un endroit avec un jardin, une terrasse et assez d'espace pour la famille que nous espérions avoir un jour. Je me souviens m'être tenu dans la chambre d'enfant vide après notre emménagement. Jocelyn a passé ses bras autour de moi et m'a dit « Un jour, on aura un petit monstre qui courra partout dans cette maison. » J'ai souri. J'espère plus d'un. Il m'a embrassé le front. On a le temps. Pendant un moment, j'ai cru que c'était vrai. Le premier véritable changement s'est produit peu de temps après que je sois tombée enceinte. Au début, cela semblait inoffensif. Jocelyn a commencé à voyager davantage, à rencontrer des clients, à assister à des conférences, à des événements de réseautage, des explications parfaitement raisonnables. Nous possédions une entreprise en pleine croissance. Les affaires exigeaient de l'attention. Je n'ai pas posé de questions. Puis les soirées tardives ont commencé, puis les réunions du week-end, puis le téléphone qui soudainement ne quittait plus sa main. Un soir, je suis entré dans la cuisine et je l'ai vu envoyer un texto. Au moment où il m'a remarqué, il a verrouillé l'écran. Le mouvement a été rapide, instinctif, presque paniqué. Une petite chose. Mais le mariage vous apprend à remarquer les petites choses. Je me souviens lui avoir demandé d'un ton désinvolte. « Tout va bien ? » ?»« Oui. »« À qui parles-tu ? » ?»« Juste le travail. » Il a répondu trop vite, pas de manière assez suspecte pour déclencher une dispute, juste assez pour planter une graine. Au cours des mois suivants, cette graine a grandi. Jocelyn est devenu distant. Je lui parlais et je me rendais compte qu'il n'écoutait pas. Il a cessé de s'informer sur mes rendez-vous médicaux, a cessé de poser des questions sur le bébé, a cessé de toucher mon ventre quand notre fils donnait des coups de pied. La distance est apparue progressivement comme une fissure s'étendant sur une vitre. Vous ne remarquez pas à quel point elle est devenue grande jusqu'au jour où toute la surface vole en éclats. À mon 7e mois de grossesse, je savais que quelque chose n'allait pas. Je ne savais simplement pas quoi. Un vendredi soir, Jocelyne m'a dit qu'il devait dîner avec un client. Rien d'inhabituel. Sauf qu'un client a appelé notre bureau par erreur 30 minutes plus tard pour demander pourquoi Jocelyn avait raté leur réunion. Je me souviens avoir fixé le téléphone après avoir raccroché. Mon estomac s'est noué. Pas à cause de la grossesse, à cause de la prise de conscience. Pour la première fois, j'envisageais la possibilité que mon mari mente. Je ne l'ai pas confronté immédiatement. En partie parce que j'avais peur, en partie parce que j'espérais me tromper. La vérité a éclaté 2 semaines plus tard. Je ne la cherchais pas, je ne fouillais pas. Jocelyn avait laissé son ordinateur portable ouvert dans notre bureau à domicile. Une notification d'email est apparue à l'écran. Un prénom que je ne connaissais pas, Mélusine. L'objet était simple. « Tu me manques déjà. » J'aimerais pouvoir dire que j'ai géré cela avec dignité.
Ce ne fut pas le cas. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai ouvert l'email. Puis un autre. Puis un autre. Il y avait des mois de messages. Des réservations d'hôtels. Des photos. Des projets. Des promesses. Une relation complète. Pas une erreur. Pas l'histoire d'un soir. Une double vie. Je suis restée assise là à fixer l'écran jusqu'à ce que Jocelyn rentre à la maison. Quand il a franchi la porte et qu'il a vu mon visage, il a su immédiatement. Aucun de nous n'a parlé pendant plusieurs secondes. Finalement, j'ai posé une question. Depuis combien de temps? Il a fermé les yeux. Solène. Depuis combien de temps? Presque un an. Presque un an. Je portais son enfant pendant qu'il construisait une autre relation. La prise de conscience m'a fait physiquement mal, comme si quelque chose se déchirait en moi. Je m'attendais à des remords. Je m'attendais à de la honte. Ce que j'ai eu à la place, c'est de l'épuisement. Jocelyn ressemblait moins à un mari coupable qu'à un homme fatigué de se cacher, comme si le fait d'être démasqué l'avait soulagé. Dans les jours qui ont suivi, il a admis qu'il était amoureux de Mélusine. En l'espace de quelques semaines, il passait ses nuits loin de la maison. Puis est venu le coup de grâce. 3 jours après que j'ai donné naissance à notre fils, Jocelyn s'est tenu à côté de mon lit d'hôpital. Il a regardé le bébé, puis m'a regardé et a prononcé des mots que je n'oublierai jamais. Il y a une chance que le bébé ne soit pas de moi. Pendant un instant, j'ai honnêtement cru avoir mal entendu. Le silence s'est fait dans la chambre. Mon fils nouveau-né dormait à côté de moi, et l'homme qui avait contribué à le créer essayait déjà de l'effacer. J'ai dévisagé Jocelyn. Tu sais que c'est un mensonge. Il n'a pas répondu, car il le savait aussi. C'est à ce moment-là que tout a changé. Pas la liaison, pas la séparation, pas même le divorce. Ce moment, le moment où un père a choisi la facilité plutôt que la vérité, où un mari a choisi l'avidité plutôt que la décence, et où un homme a abandonné son propre enfant avant même que le bébé n'ait 1 semaine. J'ai pleuré cette nuit-là, après son départ. C'était la dernière fois que je pleurais pour lui. Car le lendemain matin, j'ai commencé à faire attention. Et une fois que j'ai commencé à faire attention, j'ai commencé à remarquer des choses qui allaient finalement me mener à la chemise rouge posée sur cette table du tribunal. Les gens imaginent souvent que la vengeance est quelque chose de dramatique. Une confrontation hurlante, une humiliation publique, un discours parfaitement chronométré qui laisse tout le monde abasourdi. La vraie vie fonctionne rarement de cette façon. En tout cas, pas la mienne. La vérité, c'est que la partie la plus importante de mon histoire s'est déroulée en silence. Elle a eu lieu à la table de ma cuisine à 2 heures du matin, pendant que mon fils nouveau-né dormait dans un couffin à côté de moi. Elle a eu lieu pendant que je portais un pantalon de jogging taché de lait en poudre et que je survivais grâce au café, à l'épuisement et à une détermination obstinée. Elle s'est construite tableau de bord après tableau de bord, fichier après fichier. Environ 1 semaine après le départ de Jocelyn, la réalité a commencé à s'installer dans ma vie. L'adrénaline était retombée, le choc s'estompait, et des questions pratiques commençaient à surgir. De combien d'argent disposais-je réellement? Qu'allait-il advenir de l'entreprise? Que se passerait-il pendant le divorce? Comment allais-je subvenir aux besoins de mon fils si les choses tournaient mal? Ces questions m'ont poussé vers quelque chose que j'avais évité, les comptes de l'entreprise. Pendant des années, Jocelyn et moi avions réparti les responsabilités naturellement. Je m'occupais de la supervision comptable, de l'approbation des paies, des paiements aux fournisseurs et des rapports opérationnels. Jocelyn gérait le développement commercial et les relations clients. Il y avait toujours eu de la confiance entre nous. Trop de confiance, comme cela s'est avéré. Étant donné que j'avais pris du recul pendant les derniers mois de ma grossesse, Jocelyn avait assumé plus de contrôle sur certaines activités financières. À l'époque, cela semblait raisonnable. J'étais concentré sur ma préparation à la maternité, il était concentré sur la gestion de l'entreprise. Rien ne semblait suspect jusqu'à ce que je commence à regarder de plus près. La première anomalie était mineure. Un paiement à une société de conseil que je ne connaissais pas. Le montant n'était pas énorme, juste assez pour attirer mon attention. J'ai fouillé dans nos dossiers fournisseurs. Rien. Pas de contrat, pas d'historique de facturation, pas de document justificatif. J'ai supposé qu'il s'agissait d'une erreur de classement. Puis j'ai trouvé un autre paiement, et un autre, et encore un autre. Chacun allait vers des entités différentes, des noms différents, des comptes différents, mais quelque chose en eux semblait connecté. Pris isolément, ils n'étaient pas alarmants. Ensemble, ils formaient un schéma que Jocelyn pensait sans doute que personne ne remarquerait. Une nuit, après avoir donné le biberon à mon fils à minuit,
Je me suis assise avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à retracer les transactions. Les heures ont passé. Dehors, le quartier était silencieux. À l'intérieur, seule la lueur de mon écran d'ordinateur éclairait la pièce. Plus j'examinais les relevés, plus la situation semblait grave. L'argent ne disparaissait pas simplement. L'argent était déplacé, soigneusement, délibérément, systématiquement. J'ai senti mon estomac se nouer. Pas parce que je comprenais parfaitement ce que je voyais, mais parce que je commençais à le comprendre. Le lendemain matin, j'ai appelé notre comptable principal. Odile travaillait avec nous depuis près de 5 ans. Elle était méticuleuse, professionnelle et farouchement loyale envers l'entreprise. Pas envers Jocelyn, pas envers moi, envers l'entreprise. Après m'avoir écouté en silence, elle a accepté que nous nous rencontrions pour un café. Nous sommes le genre d'endroit où les retraités se réunissent tous les matins et où les serveurs connaissent la moitié des clients par leur prénom. J'ai fait glisser plusieurs rapports imprimés sur la table. Odile les a étudiés. Son expression a changé presque immédiatement. Puis elle a levé les yeux. « Où as-tu eu ces documents internes ?» Elle a baissé la voix. « Solène, j'ai remarqué des choses, moi aussi. Mon pouls s'est accéléré. » « Quelle chose ?» Odile a hésité. Puis elle a sorti un carnet de son sac à main. Pendant près d'1 heure, elle m'a montré transaction après transaction qui avaient soulevé des inquiétudes, des paiements inhabituels à des fournisseurs, des virements entre comptes, des dépenses dépourvues de justificatifs. Les pièces commençaient à s'assembler, pas parfaitement, mais suffisamment. Suffisamment pour comprendre que Jocelyn ne se contentait pas de se préparer au divorce. Il dissimulait des actifs. Et s'il était prêt à faire ça, cela signifiait une chose importante. Il savait déjà exactement comment le divorce l'affecterait financièrement. Il n'essayait pas d'y survivre, il essayait de le manipuler. En rentrant chez moi après cela, je me suis senti étrangement calme. En colère, blessé, mais calme. Parce que l'incertitude avait toujours été pire que les mauvaises nouvelles. Au moins maintenant, je savais à quoi j'avais affaire. 1 semaine plus tard, j'ai engagé un avocat nommé Gauthier Vasseur. Maître Vasseur était spécialisé en droit de la famille et en contentieux des affaires. Il avait passé près de 20 ans à gérer des divorces impliquant des entreprises privées. Si quelqu'un pouvait me dire si je réagissais de manière excessive, c'était bien lui. Je suis arrivé à son cabinet avec 2 boîtes de documents. À la fin de notre 2e rendez-vous, ces boîtes s'étaient devenues 4. Maître Vasseur était assis derrière son bureau, examinant les dossiers pendant que je berçais doucement mon fils dans mes bras. Finalement, il a retiré ses lunettes. « Dites-moi quelque chose. »« Quoi ? Avant votre grossesse, vérifiez-vous personnellement ces comptes. Chaque mois. Et ces transactions n'existaient pas. » « Non. » Il a hoché la tête lentement, puis s'est adossé à son fauteuil. « Je ne pense pas que vous imaginiez tout cela. » Mon cœur a chaviré. Une partie de moi espérait encore qu'il y ait une explication innocente, une erreur comptable, une mauvaise documentation, n'importe quoi. Au lieu de cela, Maître Vasseur avait l'air profondément préoccupé. Au cours du mois suivant, notre équipe juridique a continué à creuser. Plus nous allions loin, plus les choses devenaient sordides. Une découverte m'a particulièrement frappé, un appartement de luxe sur la presqu'île de Lyon. Jocelyn n'était pas directement mentionné sur le bail, mais les paiements provenaient de comptes liés à l'une des entreprises écrans recevant des fonds transférés. La locataire, Mélusine. Je me souviens avoir fixé le contrat de location, pas par jalousie. Ce sentiment était presque mort. Ce qui faisait mal, c'était autre chose. La réalisation que l'argent de l'entreprise avait contribué à financer la vie que Jocelyn construisait avec une autre femme. L'argent que nous avions gagné ensemble. L'argent qui appartenait à l'entreprise. L'argent qui aurait pu assurer l'avenir de notre fils. Au lieu de cela, il payait des meubles importés, un loyer de luxe et une vie bâtie sur la tromperie. Un soir, Maître Vasseur m'a appelé. Son ton était inhabituellement grave. « Pouvez-vous passer demain ?» Mon estomac s'est immédiatement noué. Le lendemain après-midi, j'étais assise face à lui dans son cabinet. Il a fait glisser plusieurs documents sur son bureau. Je les ai examinés attentivement, puis j'ai levé les yeux. Qu'est-ce que je regarde ? Maître Vasseur a croisé les mains. Un schéma très dangereux. Je suis restée silencieuse. Il a continué. Solène. Les gens dissimulent des actifs lors de procédures de divorce plus souvent qu'on ne le pense. J'ai hoché la tête. Mais ceci est différent. Comment ça ? Parce que certains de ces transferts pourraient impliquer de fausses déclarations faites aux créanciers, au fisc et aux partenaires commerciaux. La pièce a soudain semblé plus petite.
J'ai baissé les yeux sur mon fils endormi. Puis j'ai regardé mon avocat. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cela risque d'aller bien au-delà du juge aux affaires familiales. C'est du pénal, de l'abus de biens sociaux. Les mots se sont posés lourdement entre nous. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Finalement, j'ai posé la question qui me hantait depuis des semaines. Pensait-il vraiment que personne ne trouverait ça? Maître Vasseur a eu un rire sans joie. La plupart des gens qui font ce genre de choses se croient toujours les plus intelligents de la pièce. J'ai regardé la pile de documents. Relevés bancaires, rapports de virement, dossiers d'entreprise, e-mail, historique de paiement, des mois de preuves, des mois de mensonges, des mois de cupidité. À ce moment-là, quelque chose en moi a changé. Pas en haine, ni en désir de vengeance. En lucidité. Jocelyn avait passé des mois à me traiter comme si j'étais faible, comme si j'étais distraite, comme si le fait de devenir mère m'avait rendu incapable de comprendre ce qu'il faisait. Il m'avait sous-estimé. Il avait sous-estimé les personnes qui l'entouraient. Et par-dessus tout, il avait sous-estimé la vérité. La chemise rouge n'était pas apparue du jour au lendemain. Ce n'était pas une arme surprise. Ce n'était pas une découverte miraculeuse. Elle avait été constituée page par page, document par document, nuit blanche après nuit blanche. Et finalement, le moment venu, chaque page se retrouverait devant un juge, à côté d'un autre document que Jocelyn ne s'attendait pas à voir. Les résultats du test de paternité ordonné par le tribunal, la preuve que l'enfant qu'il rejetait publiquement était incontestablement son fils. À ce moment-là, il ne se contenterait plus de défendre ses finances. Il affronterait les conséquences de chaque mensonge qu'il avait prononcé. Et pour la première fois depuis l'effondrement de mon mariage, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais plus peur du tribunal. J'y étais prête. La deuxième audience a eu lieu 6 semaines après la première. À ce moment-là, mon fils avait près de 3 mois. 3 mois, ce n'est pas long. Pas dans la plupart des situations. Mais quand vous élevez un nouveau-né seul tout en traversant un divorce, 3 mois ressemblent à une vie entière. Mon fils avait commencé à sourire. De vrais sourires, pas les expressions aléatoires que font les nouveau-nés dans leur sommeil. De véritables sourires, le genre qui apparaît lorsqu'il entend votre voix, le genre qui donne l'impression que chaque journée difficile en vaut la peine. Ces sourires m'ont porté bien au-delà de ce qu'il saura jamais. Le matin de l'audience, je me suis tenu devant le miroir de ma salle de bain et je me suis à peine reconnu. J'avais toujours l'air fatigué. La maternité avait le don de laisser des traces permanentes sous les yeux. Mais j'avais aussi l'air plus forte, plus sûre de moi. La femme effrayée qui avait pleuré dans une chambre d'hôpital après que son mari a remis en question la paternité de leur bébé avait disparu. À sa place se tenait une mère protégeant son enfant, et il y a très peu de choses plus dangereuses que cela. Quand je suis arrivé au palais de justice, Maître Vasseur m'attendait déjà. Il m'a tendu un café. « Vous êtes prête ?» « Aussi prête que possible. » Il a hoché la tête. « Bien. » Puis il a baissé la voix. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, restez calme. Je le serai. C'est sérieux. » Je savais exactement pourquoi il me disait ça. Parce que les émotions aident les menteurs. Les faits aident la vérité. Et aujourd'hui, nous avions des faits. Beaucoup de faits. La salle d'audience semblait presque identique à celle de la première audience. Même juge, mêmes avocats, même rangée de bancs en bois. Mais l'atmosphère était différente. Le mot s'était passé. Il y avait plus de personnes présentes, des représentants légaux supplémentaires, des consultants en affaires, des experts financiers. Ce qui avait commencé comme une affaire de divorce devenait lentement quelque chose de plus vaste. Jocelyn est arrivé 10 minutes plus tard, seul. Cela m'a surprise. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Mélusine n'était pas à ses côtés. Je ne savais pas s'il se disputait ou si ses avocats lui avaient conseillé de rester à l'écart. Quoi qu'il en soit, son absence était flagrante. Jocelyn avait l'air épuisé. Son costume hors de prix lui allait toujours parfaitement. Ses cheveux étaient toujours impeccablement coiffés, mais l'assurance qui l'entourait autrefois comme une armure avait commencé à se fissurer. Il a jeté un regard vers moi. Pendant un bref instant, nos yeux se sont croisés. Puis il a détourné le regard. Cela seul m'en a dit plus que les mots ne le pourraient jamais. L'audience a commencé ponctuellement à 9 heures. La juge a examiné les questions de procédure avant de porter son attention sur les documents financiers. Maître Vasseur s'est levé le premier. Pendant près de 20 minutes, il a guidé le tribunal à travers les preuves. Les historiques de transfert, les dossiers d'entreprise, les relevés bancaires, les chronologies financières, tout était organisé méticuleusement, méthodiquement. Il n'y a pas eu de grands discours dramatiques,
Pas de représentation théâtrale, juste des faits, les uns après les autres. La juge écoutait attentivement, prenant occasionnellement des notes, posant parfois des questions. L'avocat de Jocelyn a soulevé plusieurs objections. La plupart ont été rejetées. La présentation des preuves a continué. J'ai observé Jocelyn tout au long de la présentation. Au début, il a semblé agacé, puis frustré, puis de plus en plus mal à l'aise. À mesure que l'audience avançait, son avocat s'est mis à lui chuchoter urgemment à l'oreille. Des feuilles ont été échangées. Des notes sont apparues. Les conversations se sont tendues. Les fissures s'élargissaient. À un moment donné, la juge a regardé directement Jocelyn. « Monsieur, ces transferts ont-ils été déclarés lors de vos déclarations financières initiales ?» Jocelyn a bougé sur sa chaise. « Je devrais vérifier les dossiers. » L'expression de la juge n'a pas changé. « Les avez-vous déclarés ?» Son avocat a répondu à sa place. « Madame le juge, nous sommes encore en train d'évaluer la nature de ces transactions. » La juge a hoché la tête lentement, ce qui était d'une certaine manière pire que de la colère. La déception a son propre poids. L'audience s'est poursuivie. Un document menait à un autre. Une explication créait 3 nouvelles questions. Et à chaque minute qui passait, Jocelyn ressemblait de moins en moins à un homme d'affaires prospère et de plus en plus à un homme à court de réponses. Puis est arrivé le moment que j'anticipais depuis des mois, la question de la paternité. Ironiquement, ce n'était même plus le sujet central, plus après tout le reste. Mais Jocelyn avait passé des mois à l'utiliser à la fois comme une arme et comme un bouclier. Une arme contre moi, un bouclier contre ses responsabilités. Maintenant, il était temps que ce bouclier disparaisse. Son avocat a soulevé la question le premier. Il y a eu des références à l'incertitude, des questions concernant la filiation biologique, des suggestions qu'une confirmation supplémentaire pourrait être nécessaire. L'argument semblait beaucoup plus faible maintenant qu'auparavant, parce que tout le monde dans la salle comprenait déjà une chose importante. Un homme prêt à dissimuler des actifs pourrait aussi être prêt à mentir. Maître Vasseur s'est levé. Sans dire un mot, il a remis un document scellé au greffier. Le greffier l'a apporté à la juge. La juge a ouvert le dossier, a lu en silence, puis a continué sa lecture. La salle d'audience est devenue inhabituellement silencieuse. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Finalement, la juge a levé les yeux. Sa voix est restée calme, professionnelle, mesurée. Le rapport d'expertise génétique indique une probabilité de paternité supérieure à 99,9%. Le silence. Un silence absolu. Je n'ai pas regardé Jocelyn immédiatement. Au lieu de cela, j'ai baissé les yeux vers mon fils. Il dormait paisiblement dans son porte-bébé, totalement inconscient que tout son avenir venait de changer. Puis j'ai levé les yeux. Jocelyn fixait la table. Ni la juge, ni moi. La table, comme si les nervures du bois contenaient une porte de sortie. La juge a continué. « Monsieur, au vu de ces résultats, il n'y a plus de motif légitime de contester la paternité. » Jocelyn a dégluti. Son avocat a chuchoté quelque chose. Jocelyn a hoché la tête faiblement. Pendant des mois, il avait répété le même mensonge à ses amis, à sa famille, à ses avocats, à quiconque voulait bien l'entendre. Maintenant, le mensonge était mort. Pas parce que j'avais crié plus fort, pas parce que j'avais exigé justice, parce que la vérité était enfin là, et que la vérité a le don de simplifier les choses. La juge est passée à la suite. L'audience a continué, mais quelque chose de fondamental avait changé. Tout le monde le savait. Jocelyn le savait mieux que quiconque. L'enfant qu'il avait appelé un bâtard était son fils. L'enfant qu'il avait abandonné était son fils. L'enfant qu'il avait utilisé comme monnaie d'échange était son fils. Aucune manœuvre juridique ne pourrait effacer cette réalité. Lorsque l'audience s'est terminée plusieurs heures plus tard, les gens ont commencé à rassembler leurs documents et à se préparer à partir. Je suis resté assise, épuisée, soulagée, vidée émotionnellement. Jocelyn s'est levé lentement. Pendant plusieurs secondes, il est simplement resté là où il était. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Il a marché vers moi. Maître Vasseur s'est immédiatement rapproché, protecteur, sur le qui-vive. Jocelyn s'est arrêté à quelques mètres. Ses yeux se sont posés sur le porte-bébé. Pendant un long moment, il s'est contenté de fixer. Puis il m'a regardé. « Comment l'as-tu appelé ?» La question m'a complètement prise au dépourvu. J'ai cligné des yeux. « Quoi ? Notre fils ?» Les mots sonnaient étrangement dans sa bouche, presque inhabituels. « Notre fils ». Il les a répétés doucement. La pièce a soudain semblé très immobile. J'ai répondu « Célian ». Jocelyn a hoché la tête.
Ses yeux n'ont pas quitté le bébé. Célian. Un infime sourire est apparu. Pas de la joie, de la tristesse, des regrets, quelque chose de plus lourd. Puis il m'a regardé à nouveau. Et pour la première fois depuis près d'1 an, l'arrogance avait disparu. Plus de rictus, plus de supériorité, plus d'excuses. Juste un homme face aux conséquences de ses propres choix. Je ne pensais pas que tu trouverais. Je savais exactement de quoi il parlait. L'argent, les virements, les dossiers, les mensonges. J'ai soutenu son regard. Tu ne pensais pas que je chercherais. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis Jocelyn a hoché la tête une fois. Un tout petit mouvement, une reconnaissance silencieuse. Pas une défaite, la vérité. Et parfois, ce sont deux choses très différentes. Alors qu'il se retournait et s'éloignait, j'ai réalisé quelque chose. La véritable punition ne commençait pas aujourd'hui. La véritable punition viendrait plus tard, quand les conséquences juridiques arriveraient, quand les conséquences financières tomberaient, quand il aurait le temps de s'asseoir seul avec tout ce qu'il avait fait. Et par-dessus tout, quand il se souviendrait que les premiers mots qu'il avait publiquement associés à son fils étaient des mots de rejet. Certaines erreurs coûtent de l'argent, certaines erreurs coûtent des relations, et certaines erreurs vous suivent pour le reste de votre vie. Les gens aiment imaginer que les conséquences arrivent toutes en même temps. Un juge frappe avec son maillet, une personne coupable s'effondre. La justice apparaît en un seul instant dramatique. La vraie vie est rarement aussi satisfaisante. Les vraies conséquences ont tendance à arriver lentement, silencieusement, un jour difficile après l'autre. Au cours des mois qui ont suivi l'audience, j'ai appris que la vérité ne va pas toujours vite, mais qu'une fois qu'elle se met en marche, il devient très difficile de l'arrêter. L'été est arrivé. Célian grandissait vite. Toutes les quelques semaines, il semblait avoir appris quelque chose de nouveau. Une nouvelle expression, un nouveau son, une nouvelle façon de regarder le monde. Mes journées tournaient autour de lui. Biberons matinaux, lessive, rendez-vous chez le pédiatre, courte sieste chaque fois que je pouvais les voler. Le rythme d'une mère célibataire était épuisant, mais il était honnête, simple, contrairement au chaos qui entourait mon divorce. La procédure légale s'est poursuivie. De nouveaux dossiers financiers ont été examinés. Des documents d'entreprise ont été épluchés. Des experts ont posé des questions. Les avocats ont échangé des emails interminables. Le processus semblait parfois d'une lenteur frustrante. Pourtant, toutes les quelques semaines, une nouvelle pièce du puzzle devenait claire. Jocelyn avait passé des mois à transférer de l'argent entre différents comptes. Certains virements avaient des explications légitimes, d'autres non. Plusieurs transactions soulevaient de graves inquiétudes parmi les professionnels qui les examinaient. La situation devenait de plus en plus difficile à expliquer pour lui. Un après-midi, Maître Vasseur m'a appelé pendant que je pliais des vêtements de bébé. « Comment va notre petit bonhomme préféré » a-t-il demandé. J'ai souri. Il essaie actuellement de manger sa propre couverture. Ça a l'air ambitieux. Très. La brève touche d'humour s'est estompée. La voix de Maître Vasseur est devenue plus sérieuse. Nous avons reçu un nouveau lot de déclarations financières. Je me suis assise. Bon ou mauvais? Pour Jocelyn, oui. Mauvais. Cette réponse ne m'a pas rendue heureuse. Plus maintenant. Des mois plus tôt, j'aurais probablement fêté la nouvelle. Maintenant, la situation semblait plus compliquée, car malgré tout ce que Jocelyn avait fait, il n'était pas un étranger. Il était l'homme que j'avais passé 7 ans à aimer. L'homme qui avait autrefois peint les murs de notre chambre d'enfant avec moi. L'homme qui m'avait tenu la main dans les moments difficiles, l'homme qui nous avait aussi trahis. Les êtres humains sont compliqués de cette façon. Maître Vasseur a continué. Les preuves deviennent difficiles à contester. J'ai hoché la tête silencieusement. Que se passe-t-il maintenant? Plus de négociations? Plus d'avocats? Définitivement plus d'avocats. Cela nous a arraché un rire fatigué à tous les deux. Après avoir raccroché, j'ai regardé de l'autre côté du salon. Célian était allongé sur une couverture, battant joyeusement des jambes, totalement inconscient des salles d'audience, des déclarations financières et des litiges juridiques. Et je me suis surprise à penser quelque chose d'inattendu. Je ne voulais plus de vengeance. Pas dans le sens où les gens l'entendent habituellement. Je ne voulais pas que Jocelyn soit détruit. Je ne voulais pas qu'il soit humilié. Je ne voulais pas que sa vie soit ruinée. Je voulais simplement que la vérité soit reconnue. Je voulais qu'il prenne ses responsabilités. Il y a une différence très importante. Quand l'été a fait place à l'automne, Jocelyn a commencé à demander un droit de visite. La première demande est passée par les avocats, formelle, prudente, prévisible. Une partie de moi s'y attendait, l'autre non.
Pendant si longtemps, il avait traité Célian comme un désagrément, un problème, un obstacle. Maintenant, soudainement, il voulait s'impliquer. Au début, j'étais sceptique, très sceptique, mais le tribunal a approuvé un calendrier de visites structuré, supervisé au départ, progressif, approprié, adapté à l'âge de Célian. La première visite a eu lieu dans un espace de rencontre familiale. Je me souviens m'être assise dans ma voiture après coup, serrant le volant, mon estomac était noué. Pas parce que je craignais que Jocelyn ne fasse du mal à notre fils, mais parce que je ne savais pas ce que je ressentirais en les voyant ensemble. Quand la visite s'est terminée, un membre du personnel s'est approché de moi. Ça s'est bien passé. J'ai hoché la tête. Bien, elle a souri. Votre fils a passé la majeure partie de son temps à le fixer. C'était logique. Pour Célian, Jocelyn était un étranger. La biologie crée des liens. Les relations créent de la familiarité. Ce n'est pas toujours la même chose. Plusieurs visites ont suivi, puis d'autres. Progressivement, Jocelyn est devenu une présence régulière dans la vie de Célian. Pas un père parfait, pas un père absent non plus. Quelque chose entre les deux. Quelque chose de compliqué. Un samedi après-midi, près d'1 an après l'audience au palais de justice, Jocelyn a demandé si nous pouvions parler. Pas par le biais d'avocat, pas par email. En personne, j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans une petite brasserie, un terrain neutre, un terrain sûr. Le genre d'endroit où les conversations difficiles semblent un peu moins intimidantes. Jocelyn avait l'air plus vieux. Pas dramatiquement plus vieux, juste fatigué. La façon dont les gens ont l'air après avoir porté le stress pendant trop longtemps. Pendant quelques minutes, nous avons parlé de Célian, de ses dernières étapes de développement, de ses jouets préférés, de la façon dont il riait chaque fois que quelqu'un éternuait. Finalement, la conversation s'est tue. Jocelyn a fixé son café, puis a pris la parole. « Tu sais ce qui m'empêche de dormir ?» Je n'ai pas répondu. Il a poursuivi. « Ce n'est pas l'entreprise. L'entreprise avait survécu, bien que non sans dommages. Plusieurs relations commerciales avaient pris fin. Certaines opportunités avaient disparu. Les retombées financières avaient été considérables. Pourtant, apparemment, ce n'était pas ce qui le hantait. Ce ne sont pas les frais d'avocat. » Il a levé les yeux. « C'est ce jour au tribunal. » Je suis restée silencieuse. Jocelyn a dégluti. « Je m'entends le dire. » « Dire quoi ?» Je le savais déjà, mais il l'a dit quand même. « Enfant bâtard. » Le mot sonnait plus petit maintenant. Pathétique. Laide. Jocelyn a secoué la tête. Je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Dehors, la circulation défilait devant les vitrines de la brasserie. Les gens continuaient à vivre leurs vies ordinaires. À l'intérieur, 2 personnes étaient assises face aux débris de choix qu'aucune d'elles ne pouvait défaire. Finalement, j'ai demandé doucement « Pourquoi l'as-tu fait ?» Jocelyn a ri amèrement. Pas parce que c'était drôle, mais parce que l'honnêteté faisait mal. J'essayais de me convaincre. De quoi? Que mon départ était justifié. La réponse a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Pas parce qu'elle excusait quoi que ce soit, mais parce qu'elle sonnait vraie. Les gens deviennent rarement les méchants de leur propre histoire. Ils inventent des explications, des excuses, des récits, tout ce qui peut les aider à vivre avec eux-mêmes. Jocelyn a fixé la table. Si Célian n'était pas de moi, sa voix s'est éteinte, puis est revenue. S'il n'était pas de moi, je n'avais pas à me sentir coupable. L'honnêteté m'a surprise, douloureusement, inconfortablement, mais honnêtement. Pendant des mois, il s'était caché derrière la colère, l'arrogance, la défensive. Maintenant, ses murs étaient tombés, et en dessous se trouvait un homme forcé de se confronter à lui-même. J'ai pris une lente inspiration. « Eh bien, il est à toi. » Jocelyn a hoché la tête. « Je sais. » Puis il a eu un sourire triste. Et à chaque fois qu'il rit, on dirait exactement mon père. Pour la première fois depuis longtemps, aucun de nous ne s'est disputé. Aucun de nous n'a jeté la faute sur l'autre. Aucun de nous n'a essayé de réécrire l'histoire, car l'histoire était déjà écrite. Les conséquences étaient arrivées. Pas seulement dans les dossiers judiciaires, pas seulement dans les règlements financiers. À l'intérieur de Jocelyn lui-même. Et ce genre de conséquences a tendance à durer le plus longtemps. 3 années ont passé, pas toutes d'un coup bien sûr. La vie n'avance jamais de cette façon, elle avance dans les moments ordinaires. Les formulaires d'inscription à l'école, les passages au supermarché, les bougies d'anniversaire, les genoux écorchés et les histoires du soir. Un jour, vous portez un nouveau-né dans un palais de justice. Puis, sans vous en rendre compte, vous aidez un petit garçon à faire ses lacets avant l'école maternelle. C'était ça,
La chose étrange avec la guérison, pendant que vous souffrez, cela semble incroyablement lent. Et puis un jour, vous regardez autour de vous et vous réalisez que vous êtes allé beaucoup plus loin que vous ne l'auriez jamais cru possible. Célian avait 3 ans maintenant, brillant, curieux, bavard, le genre d'enfant qui posait des questions plus vite que les adultes ne pouvaient y répondre. Chaque matin, il se réveillait prêt à négocier avec l'univers. Pourquoi le ciel était bleu? Pourquoi les chiens ne pouvaient pas conduire de voiture? Pourquoi les brocolis existaient-ils? Certaines questions étaient plus faciles que d'autres. Le regarder grandir est devenu l'une des plus grandes joies de ma vie. Pas parce que tout était parfait, car ça ne l'était pas. Être mère célibataire restait un défi. Il y avait encore des jours difficiles, des dépenses imprévues, des moments d'épuisement, des moments de solitude. Mais il y avait aussi de la paix, un genre de paix que je n'avais jamais connu pendant les dernières années de mon mariage. La tension constante avait disparu, l'incertitude avait disparu, la peur avait disparu. À leur place se tenait quelque chose de plus fort, la stabilité. L'entreprise a fini par s'en remettre elle aussi, pas immédiatement. Les litiges juridiques et financiers avaient laissé des cicatrices. Certains clients étaient partis, certains partenariats avaient pris fin. La croissance avait ralenti, mais l'honnêteté a le don de reconstruire la confiance. Un pas prudent après l'autre. L'entreprise a survécu, puis s'est améliorée, puis a recommencé à croître. Rien de spectaculaire, rien de miraculeux. Juste des progrès constants, le genre qui découle de choses faites dans les règles de l'art. Jocelyn est resté dans la vie de Célian, pas tous les jours, pas même toutes les semaines, mais avec constance. Il était présent. C'était ce qui comptait. La première année avait été gênante, la deuxième année est devenue plus facile. À la troisième année, Célian attendait sincèrement avec impatience de le voir. Les enfants ont un cœur remarquable. Ils offrent souvent des secondes chances que les adultes ont tant de mal à accorder. Un samedi après-midi, Célian et moi jouions au parc de la Tête d'Or. Le temps était parfait. Les familles remplissaient l'aire de jeu. Les chiens couraient après des balles de tennis. Les parents buvaient du café en faisant semblant de ne pas être épuisés. La vie normale. Le genre de vie que j'avais un jour craint de ne plus jamais retrouver. Célian a couru à travers l'aire de jeu vers les toboggans. J'ai suivi plus lentement. Les enfants de 3 ans possèdent une énergie illimitée. Les parents, non. En atteignant un banc voisin, j'ai remarqué quelqu'un qui s'approchait. Jocelyn. Il n'était pas censé voir Céliane avant le week-end suivant. Pendant un instant, je me suis demandé si quelque chose n'allait pas. Puis j'ai remarqué l'enveloppe dans sa main. Il s'est arrêté à quelques mètres. Salut. Salut. Nous n'avions pas beaucoup parlé en dehors des questions parentales ces dernières années. Pas par hostilité, mais parce que nous n'en avions plus besoin. Le passé avait trouvé sa juste place. Jocelyn a levé l'enveloppe. Je voulais te donner quelque chose. Je l'ai regardé attentivement. Qu'est-ce que c'est? Tu verras. Je l'ai accepté avec prudence. À l'intérieur se trouvait une simple lettre pliée. Rien d'autre. Pas de documents légaux, pas de papier professionnel, juste une lettre. Jocelyn a jeté un œil vers l'aire de jeu où Célian riait avec d'autres enfants. Puis il a reporté son attention sur moi. Je n'ai pas besoin d'une réponse aujourd'hui. Une réponse à quoi? À la lettre. Avant que je puisse poser une autre question, Célian l'a repéré. Papa. Le mot me surprenait encore parfois. Pas parce que Jocelyn ne méritait pas de l'entendre, mais parce qu'il fut un temps où j'avais cru qu'il ne l'entendrait jamais. Célian a sprinté à travers l'aire de jeu, Jocelyn s'est accroupi et l'a rattrapé dans ses bras. Une vraie étreinte. Le genre de lien construit à travers des années de présence. Les regarder ensemble était complexe. Ni douloureux, ni joyeux. Simplement humain. La vie offre rarement des catégories émotionnelles bien définies. Après avoir passé une heure ensemble, Jocelyn est parti. Célian est retourné jouer. Finalement, la curiosité a eu raison de moi. J'ai ouvert la lettre. Elle ne m'était pas adressée. Elle était adressée à Célian. Pendant un instant, j'ai hésité. Puis j'ai commencé à lire. La lettre était datée pour le 18e anniversaire de Célian. Jocelyn l'avait écrite avec des années d'avance. Page après page, il parlait d'erreurs, de regrets, de responsabilité, de l'importance de l'honnêteté, de l'importance du caractère. Vers la fin, un paragraphe m'a arrêté. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Il disait « Un jour tu apprendras que je n'ai pas toujours été le père que tu méritais. Avant de comprendre à quel point tu étais important, j'ai failli perdre la chance de te connaître. La plus grande erreur de ma vie n'a pas été de perdre de l'argent ou de faire face aux conséquences devant un tribunal.
Ça a été de ne pas reconnaître ce qui comptait le plus, alors que c'était juste devant moi. Si tu dois retenir une chose de cette lettre, retiens ceci. Ne sacrifie jamais les personnes que tu aimes pour l'orgueil, l'avidité ou la facilité. Je l'ai fait, et j'ai passé des années à regagner ce qui n'aurait jamais dû être jeté. J'ai abaissé la lettre lentement. Les bruits du parc semblaient lointains. Les enfants qui riaient, les parents qui discutaient, les chiens qui aboyaient, tout se fondait ensemble. Car pour la première fois, j'ai réalisé que Jocelyne avait vraiment compris. Pas seulement intellectuellement, mais émotionnellement. La leçon l'avait atteint. Les conséquences l'avaient changé. Et curieusement, cela m'apportait plus de satisfaction que n'importe quelle punition n'aurait jamais pu le faire. Des années plus tôt, quand j'avais amené un nouveau-né dans ce palais de justice, je pensais que la vengeance signifiait gagner. Gagner le divorce, gagner la bataille juridique, gagner la dispute, j'avais tort. La vraie vengeance était tout à fait autre chose. C'était de voir la vérité balayer chaque excuse. C'était de voir un homme se regarder en face avec honnêteté. C'était de savoir que le mensonge qu'il avait raconté au sujet de son fils ne contrôlait plus l'histoire. La vérité contrôlait l'histoire, et la vérité avait gagné. Quelques minutes plus tard, Célian a couru vers moi, tenant un pissenlit. « Maman !» J'ai souri. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est pour toi. » Il m'a tendu la minuscule fleur comme si elle avait une valeur inestimable. C'était peu être le cas. Je l'ai soulevée dans mes bras. « Tu sais quoi ? Quoi ? Je crois qu'on va s'en sortir. » Célian a fait un grand sourire. On s'en est déjà sorti. J'ai ri. Peu être qu'il avait raison. Peu être que c'était déjà le cas. Alors que le soleil descendait sur le parc, j'ai regardé mon fils et j'ai repensé à tout ce que nous avions traversé. La trahison, la perte, la peur, la colère, le chagrin. Et pourtant, nous étions là, toujours debout, continuant d'avancer. Le tribunal avait géré les conséquences juridiques. La vie avait géré les conséquences personnelles. Et quelque part en chemin, la justice était apparue, non pas à travers la destruction, mais à travers la vérité. Car en fin de compte, la plus grande punition pour un mensonge est de devoir vivre avec. Et la plus grande des victoires est de ne plus être défini par lui. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour réfléchir aux choix que nous faisons lorsque la vie devient difficile. Avez-vous déjà vu quelqu'un sacrifier ce qui comptait vraiment par orgueil, avidité ou facilité? Et croyez-vous que les gens peuvent véritablement changer après avoir affronté les conséquences de leurs actes? Partagez vos pensées dans les commentaires. Vos expériences et vos points de vue pourraient aider quelqu'un d'autre qui traverse un chapitre difficile de sa vie. Et si vous aimez les histoires profondes sur la résilience, la justice et les secondes chances, n'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre pour d'autres histoires qui nous rappellent ce qui compte vraiment.